Donc, Monsieur Bouton. Bonjour à tous et bienvenue à Sigma Clermont. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir invités donc, à vous présenter aujourd'hui des travaux que nous menons à Sigma Clermont depuis à peu près une dizaine d'années, donc sur le développement d'un jeu de rugby robotisé. Ce projet que nous avons aussi tout dernièrement dénommé Strong Arm est un projet sur lequel nous travaillons avec énormément de partenaires, c'est ce que vous pouvez voir. Donc, on a notamment l'Institut Pascal, qui est le laboratoire de recherche dans lequel donc, la plupart des enseignants-chercheurs en mécanique et robotique travaillent. On a les sociétés donc Fimeca et 2Matech. Bien sûr la SM Omnisport, ou la SM aujourd'hui il n'y a pas trop d'importance. Le fabricant de robots ABB. Et enfin, donc tout dernièrement, puisque nous avons reçu un financement, l'ICIT KB25. Donc après cette brève introduction, voilà, c'est mieux. Je vais vous présenter donc ce que nous avons fait au travers donc, de 5 parties. Tout d'abord, je vais juste vous rappeler un petit peu, parce que je pense que vous connaissez, comment évolue la robotique aujourd'hui. Alors dans le monde industriel, ça c'est relativement facile. Dans le monde du sport, c'est un peu plus compliqué. Je vous parlerai ensuite de comment on cherche à robotiser certaines tâches, et notamment dans le cadre du rugby et sur une phase de jeu relativement compliquée qui est la mêlée fermée. Alors je me permettrai de faire des rappels de mêlée fermée et tout pour les non-adeptes du rugby. Ensuite, je vous parlerai de la première solution en fait, qui avait été développée. Alors ça a mis relativement pas mal de temps puisqu'on a travaillé dessus entre 2009 et 2016. Je regarde Nicolas, à voir si je ne me trompe pas. Qui malheureusement a été abandonné, je vous expliquerai pourquoi, et au profit de l'utilisation de robots industriels, donc chose qu'on essaye de développer maintenant depuis 2017. Et enfin, donc, je terminerai par une conclusion des perspectives. Sachant que du coup cet après-midi, il y a aussi des ateliers qui sont organisés, dont un où vous pourrez vous essayer à la pousser sur le jeu de rugby. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la robotique, l'industrie et le sport? Alors, au niveau industriel, je pense que vous êtes tous au point. Vous savez tous que la robotique est en pleine expansion. Malgré un petit cran en 2008, on estime quand même qu'en 2020, à peu près 1,7 million de robots seront installés dans les entreprises au travers le monde. Les principaux secteurs robotisés, c'est toujours les mêmes, automobile, aéronautique, chimie, métallurgie. Mais on voit apparaître maintenant, depuis 3-4 ans, la robotisation de certaines tâches qui peuvent paraître un peu exotiques. Hein. Je vous ai mis un avant-goût de troisième mi-temps ici exprès, hein, version robotisée. Alors c'est pas forcément anodin, puisque il y a notamment en France un projet de création de 5 ou 6 bars robotisés donc, qui vont ouvrir. Donc on a vraiment une robotisation de toutes les tâches qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Au niveau du sport, du coup, est-ce que Making its worldwide debut at the Tokyo Robot Exhibition 2007, Topio, or the Tossy Ping Pong playing robot, is a humanoid robot capable of playing table tennis against a human opponent. The hydraulics manipulated robot works with a carbon fiber composite, allowing for fast reactions and a flexible range of movements, with 20 degrees of freedom. The ball's trajectory and spin is detected using 4 high-speed cameras and 2 processing units, and its advanced AI module allows it to continuously interaction avec l'homme. Alors je vous ai quand même mis 2-3 exemples. Time to stretch our waist. Making its worldwide debut at the Tokyo Robot Exhibition 2007, Topio, or the Tossy Ping Pong playing robot, is a humanoid robot capable of playing table tennis against a human opponent. The hydraulics manipulated robot is composed of a carbon fiber composite, allowing for fast reactions and a flexible range. Le robot, il n'est pas forcément très intelligent parce qu'en fait, il est téléguidé, enfin télécommandé.
On voit d'ailleurs la personne là, qui le télécommande de sa fenêtre. Donc la seule intelligence qu'il a, c'est qu'il est capable de se relever tout seul. Le sac de plaquage se relève tout seul. Donc voilà un petit peu les solutions qu'on rencontre dans le sport. Ça reste quand même des choses qui sont développées par des passionnés. Alors nous, du coup, de ce constat, l'ASM est venu nous voir en 2009 pour savoir s'il était possible justement de développer des machines ou des robots pour l'entraînement en mêlée fermée. Alors avant de vous présenter les solutions, je vais quand même vous rappeler ce qu'est une mêlée fermée pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une mêlée fermée, ça ressemble à un gros tas de joueurs que vous voyez là. Donc en gros, vous avez 2 packs de 8 joueurs, donc chaque pack pèse à peu près 900 kg. Et l'objectif, c'est de s'affronter, donc de se pousser les uns dans les autres pour essayer de récupérer le ballon. Donc vous voyez ici la meilleure équipe internationale du monde planétaire. J'ai bien sûr dénommé l'ASM, qui joue ici contre Toulon. Ça aurait pu être Toulouse parce que la mêlée est mauvaise, mais c'est une petite vengeance personnelle. Donc voilà à quoi ça ressemble une mêlée fermée. Il y a quand même des choses dont on peut parler là-dessus. Pour éviter les risques de blessure, en fait, l'IRB, donc qui est l'instance mondiale qui gère un peu de rugby, a quand même mis en place des commandements qui sont donnés par l'arbitre pour pas que ça soit le bazar au moment de la mêlée. Donc ça réduit les risques de blessure. Par contre, ça ne réduit pas le fait que la mêlée peut aboutir à une mêlée échouée. Et donc, ce qui est le plus important dans cette mêlée, c'est le placement des premières lignes, et notamment des piliers. Donc c'est les joueurs qui se trouvent à l'extrémité de la mêlée, en haut, donc le pilier gauche et le pilier droit, et les deuxièmes lignes donc, qui, eux, poussent les premières lignes pour justement gagner la mêlée. Donc l'élément clé, c'est la position du pilier, pour la simple et bonne raison, c'est que si le pilier est mal placé, la mêlée peut aboutir à une mêlée écroulée ou une mêlée tournée ou autre, et du coup, l'équipe qui a fait la faute va donner une pénalité à l'équipe adverse, qui du coup peut récupérer le ballon, voire marquer 3 points. Donc du coup, c'est un enjeu relativement énorme, la mêlée fermée, pour ces raisons-là. C'est aussi une phase de jeu qui a un risque très élevé de blessure. Donc parmi, alors c'est les dernières statistiques, je ne suis peut-être pas forcément au point, mais sur l'ensemble des blessures que vous pouvez rencontrer au rugby, 5% des blessures concernent en fait le rachis cervical, donc des blessures qui sont relativement graves. Et sur ces 5% de blessures, il y en a 50% qui interviennent lors de la phase de mêlée fermée. Donc du coup, c'est un risque malheureusement de complications sévères important. D'où l'intérêt d'apprendre aux joueurs dès le plus jeune âge à bien se positionner pour bien pousser, ou voire même de réapprendre à des personnes qui malheureusement ont pris on va dire, des mauvaises postures à arriver à réapprendre à pousser correctement. Donc les outils qui existent actuellement pour apprendre à pousser, malheureusement, ils ne sont pas très évolués. Le premier outil, c'est ce que vous pouvez tous voir au bord des terrains de rugby, c'est le joug de mêlée traditionnel, ce qui est un joug mécanique uniquement. En gros, c'est une luge sur laquelle on pousse. Donc qui est très peu compliant et en plus qui permet de travailler la mêlée uniquement en poussée. On n'apprend pas à reculer. Et en plus de manière uniaxiale. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui est très évolué. Sur les solutions entre guillemets avancées, on peut dénombrer quand même 2 solutions qui existent. Une solution semi-automatique et la Scrum Machine. Donc ça, c'est une machine qu'on trouve dans les différents pôles de formation des différentes régions. C'est une machine qui est légèrement instrumentée, on va dire, sur laquelle on trouve notamment des vérins et qui peut émuler des forces de poussée, mais là encore, c'est uniquement uniaxial. Donc du coup, on ne travaille pas les mêlées tournées et on ne travaille pas des scénarios un peu particuliers. Et la dernière solution qui, si je ne me trompe pas, fait l'objet de la présentation qui est juste après, c'est le robot MREX, où là, par contre, on a vraiment un robot. Donc on commence à simuler des scénarios de mêlée qu'on peut rencontrer en match. Néanmoins, ce que souhaitait l'ASM, c'était quelque chose qui permette de faire un entraînement en mêlée fermée de manière individuelle. Le robot MREX, lui, est dédié à un pack complet, donc ce n'était pas une solution qui pouvait être utilisée. Et malheureusement, c'est aussi un robot à structure parallèle, et puis c'est un robot qui n'est pas forcément construit en grande quantité, donc qui coûte relativement cher. Du coup, étant donné qu'il n'existait pas de solution robotisée pour l'entraînement en mêlée fermée, nous avons décidé donc de travailler avec l'ASM en collaboration pour développer une machine qui a donné naissance au projet Strong Arm.
Alors la première machine qui a été développée, je vais vous la présenter, juste après le cahier des charges qui était fourni par l'ASM, que vous pouvez voir est relativement court quand même. L'ASM, ils sont venus nous voir en nous donnant 2 objectifs. Créer une machine qui soit capable de pousser avec un effort d'environ 400 kg. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un pilier de top 14 a une poussée environ... Oui, alors je suis désolé pour tous les professeurs de prépa ici présents, 400 kg n'est pas une force, j'aurais dû la traduire en newton. Je suis vraiment très désolé. Et la force, mais bon, chez les sportifs, c'est plus facile de parler en kilos. Un pilier donc, de top 14 pousse environ 3500 newtons. Donc d'où la poussée max générée par la machine. Et cette machine doit être capable d'émuler plusieurs scénarios. Donc la mêlée stable, bien sûr, ça c'est logique, mais aussi tout ce qui est mêlée effondrée, mêlée tournée, mêlée relevée. Donc la première machine qui a vu le jour est en fait un robot sériel. Donc on a utilisé la méthode habituelle. Donc c'est un travail qui était notamment fait avec des étudiants de Sigma qui ont fait leur projet de fin d'études ou même des projets de deuxième année et des stages sur cette machine-là. Donc une première esquisse en fait avait été réalisée. Donc c'était un robot architecture sérielle constitué de 4 liaisons pivots et sur lequel donc on avait un moteur électrique pour la base et 3 vérins hydrauliques pour actionner les autres axes du robot, ce qui lui permettait d'avoir 4 degrés de liberté. Ensuite, on a donc réalisé des simulations, enfin des co-simulations Adam Simulink pour valider donc le principe et ça aboutit notamment au développement d'un prototype à l'échelle 1/5. Alors, quand on allait voir la SM du coup avec notre prototype, plusieurs choses ont été soulevées, plusieurs avantages et inconvénients malheureusement. Les avantages, c'est que du coup, on avait ici une machine avec une conception mécanique relativement lourde et rigide, ce qui allait conférer au robot une précision de positionnement et une grande résistance. De plus, on avait une structure sérielle, donc pour nous, mécatroniciens, c'est plus facile à piloter qu'une structure complexe. Mais néanmoins, il y avait pas mal d'inconvénients. Le principal inconvénient, c'est qu'il n'y avait que 4 degrés de liberté sur cette machine, et pour émuler l'ensemble des scénarios de mêlée fermée, il fallait absolument 6 degrés de liberté. On utilise aussi sur ce robot l'énergie hydraulique. Alors, le problème de l'énergie hydraulique, c'est qu'il faut un groupe hydraulique. Donc pour déplacer la machine, c'est plus compliqué. On a des problèmes d'étanchéité. Et ici, comme on pilote aussi l'élongation du vérin, on a un modèle de commande du bas niveau qui est relativement compliqué. Théorème d'El-Kachi, ça doit être, je ne sais plus. Donc on a un modèle non linéaire qui permet de piloter en fait l'articulation, chose qu'on souhaite bien, enfin qu'on aime contrôler quand on fait de la robotique. Et enfin, c'était une machine spéciale. Donc une machine qui n'existe pas dans l'industrie, donc du coup on avait un coût de construction très élevé, sans compter le développement de l'interface homme-machine, qui elle serait aussi complexe. Donc on avait une machine, alors, je ne sais pas si je me trompe, je regarde Nicolas, mais machine spéciale plus IHM, on devait être autour de 200 000 €. Donc ça faisait une machine très chère. On a donc décidé de repenser la solution et de partir sur le développement à partir d'un robot industriel. Donc ça c'est la solution qui est en cours de développement. Donc, le choix du robot industriel, du constructeur du coup de robot, puisque je vous ai parlé d'ABB tout à l'heure, c'est fait pour la simple et bonne raison, c'est que d'une part, c'est des robots que nous, on a dans les locaux de Sigma, donc c'était relativement simple à utiliser. De plus, parmi les constructeurs de robots industriels, ABB est l'un de ceux qui fournit un langage de programmation, on va dire haut niveau, qui est le langage rapide, qui est le plus évolué, et qui permet de développer des lois de commande avancées. Et ils fournissent aussi un logiciel qui s'appelle ScreenMaker qui permet de développer des interfaces homme-machine qui sont du coup, ce logiciel est relativement simple à mettre en œuvre et qui permet de développer du coup des interfaces, on va dire, assez ergonomiques. Donc on a choisi le robot IRB 2400, alors peut-être que vous le verrez cet après-midi, c'est pas celui qu'on est censé vous présenter, mais c'est celui qui avait été utilisé au départ du projet. Sur ce robot, on a placé une tête de joue instrumentée, donc, sur laquelle on a placé donc, des capteurs d'effort pour mesurer l'effort poussé, des gâchettes hommes morts pour assurer la sécurité du joueur, et on avait aussi placé une centrale inertielle qui finalement a été abandonnée, puisque de toute façon, sur le robot, on peut mesurer complètement l'attitude de l'effecteur. Donc, à partir de cette structure mécanique-là, on a greffé dessus, alors on m'a dit qu'il fallait que je mette un peu d'équation, du coup, j'en ai mis pas beaucoup.
On a développé une loi de commande en position par compliance active. Donc c'est une loi de commande relativement simple à intégrer qui permet au robot d'avoir un effet ressort. Donc c'est pour essayer de se rapprocher de la mêlée. L'objectif c'était du coup, on met le robot dans une position et quand le joueur va vouloir pousser, comme le robot va s'écarter de sa position, il va générer un effort pour retourner à la position initiale, d'où l'effet ressort. Donc c'est cette loi de commande-là qu'on a intégrée, qui utilise donc le modèle statique du robot. Et donc du coup, on a une phase d'identification à réaliser pour identifier correctement le modèle. Donc à partir de cette loi de commande et cette structure, on a réalisé des premiers essais, donc c'était le 28 mai 2018, donc en présence de Kylian Trippier, qui est à l'honneur et qui était le capitaine espoir de la SM. Et on lui a demandé de s'amuser avec le robot, entre guillemets, et de nous dire ce qu'il ressentait et pour savoir si du coup la solution était viable ou non. Donc vous voyez ici plusieurs essais. Donc là, l'essai qui va arriver, c'est un essai, donc justement on demande au robot de se déplacer. Donc du coup le joueur va être obligé alors soit de reculer avec le robot, soit de générer un effort de pousser pour pouvoir repousser le robot. Donc là, logiquement, il va maintenant pousser pour que le robot recule. Donc l'intérêt de la loi de commande, c'est que du coup le robot se déforme, sinon vous vous tapez contre un mur. C'est pas forcément simple. Et ça, c'est donc le scénario mêlée fermée. Mêlée tournée, pardon. Mêlée fermée, c'est toujours une mêlée fermée. Donc voilà pour les essais. Alors, quelques conclusions. Alors, je vous ai mis perspective, mais c'est pas vraiment des perspectives puisqu'on a quasiment fini le développement. Mais en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette année nous a permis de valider l'effet compliant, cet effet ressort du robot que l'on souhaitait avoir pour simuler et émuler les différents scénarios de mêlée. Au final, on a une solution qui est peu onéreuse, en tout cas qui rentre dans le budget des grandes équipes de rugby. On a une solution autour de 40 000 €. Malheureusement, on avait quand même remarqué que le robot IRB 2400 était sous-dimensionné pour réaliser ces essais. Pour la simple et bonne raison, c'est que le joueur, quand il pousse en fait ici, il va générer un couple au niveau de l'accession du premier, qui est non admissible pour ce type de robot, et du coup il se mettait en erreur. Donc on s'est dit, mince, comment on va faire pour aller plus loin? Alors là, l'avantage qu'on a eu, c'est que le joueur a décidé de nous suivre et de nous mettre à disposition un robot beaucoup plus puissant, qui est le modèle 6620. Alors ça ne va rien vous dire, mais entre les deux, ce robot-là, de 150 kg, qui a une charge admissible de 16 kg, et l'IRB 6620, donc il pèse 1 tonne avec une charge admissible de 150 kg. Pour information, le moteur qui pilote l'axe 6, il est à peu près aussi gros que celui qui pilote l'axe 2 dessus là. Donc du coup, on n'est pas trop mal pour la pousser. Et on est tellement bien que malheureusement, il a fallu qu'on développe plusieurs choses pour adapter du coup le jeu de rugby à ce robot-là. Bon, premièrement, comme on avait remarqué ce problème d'axe 5, on a modifié la conception de la tête de joue pour que l'axe de poussée se trouve maintenant au niveau de l'axe du poignet. À partir des différents modèles, donc surtout le modèle statique qu'on a besoin, on a développé du coup une nouvelle loi de commande, cette fois-ci qu'on appelle en Raider Active dans la littérature. On a superposition donc de l'effet ressort sur les directions perpendiculaires à la direction de poussée, et sur l'axe de poussée, on a été obligé de passer sur une commande en effort, alors qui se rapproche finalement de ce qui se passe dans la réalité, mais qui est moins sécuritaire pour le joueur, parce que si on demande au robot de pousser de 150 kg et que la personne qui est en face ne pousse pas de 150 kg, la personne qui est en face va légèrement reculer jusqu'au moment où ça peut être dangereux. Donc, au niveau sécurité, il a fallu qu'on améliore notamment la gestion de la sécurité avec les gâchettes hommes morts. Donc, c'est les choses qu'on a implémentées sur le robot. Et on a aussi donc développé une petite interface homme-machine qui permet du coup, normalement, à un entraîneur de top 14 d'arriver à émuler l'ensemble des scénarios de mêlée. Je ne vous ai pas mis de vidéo exprès, je vous laisse sur votre faim pour que vous soyez tous prêts à venir nous voir donc cet après-midi pour faire les essais donc, sur ce robot-là, qui est le dernier robot que nous avons implémenté. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Je vous ai mis la composition des avants de Sigma Clermont, qui travaille donc sur le jeu de rugby. Alors, il n'y a pas que Sigma Clermont, Freddy Mazo, dont vous connaissez peut-être la famille, travaille lui à l'ASM, Omnisport, et José Alba, donc le directeur de la société de Zamatec. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, qui en plus va nous faire une belle introduction pour la présentation suivante. Donc, si vous avez des questions, manifestez-vous. Bonjour, vous parlez d'identifier le modèle du robot nécessaire du coup à l'implémentation du modèle complet. Comment vous y avez procédé à cette identification? Alors, on a triché. Non. Ce qu'il nous faut pour utiliser le modèle statique, c'est la matrice jacobienne du robot. Et dedans, on a les paramètres géométriques. Alors, pour l'instant, honnêtement, on n'a pas fait l'identification. Je vous ai menti. On utilise les valeurs données par ABB. Mais c'est des choses qu'on fait dans la recherche qu'on a fait déjà plusieurs fois. Nous, pour l'identification des paramètres géométriques, on a un laser tracker au CTT qui nous permet de faire l'identification. Donc en général, c'est ce type de système-là qu'on utilise. Donc on a un modèle d'un côté, la mesure de l'autre, et puis on fait une identification habituelle. Donc moindre carré. Voilà la méthode qu'on utilise en général. Là, on ne l'a pas encore fait. Il faudrait qu'on le fasse pour améliorer la mesure de l'effort. D'autant plus qu'on utilise une hypothèse comme quoi le robot, c'est un 3R plan pour l'instant. Parce que la jacobienne du robot anthropomorphe est assez elle n'est pas complexe, mais elle est assez compliquée à intégrer sur le robot. Donc pour l'instant, en plus, on n'a que la jacobienne du 3R. Voilà. D'autres questions? Bon, je remercie quand même Claude aussi, qui est mon professeur de prépa que j'avais quand j'étais au lycée Lafayette. C'était au XXe siècle. Même pas. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on a un petit peu de retard sur notre programme, mais